1942 est arrivé, le débarquement, qu'est-ce qui change? De cette passivité locale, si je peux me permettre de le dire, qu'est-ce qui se réveille? Un sentiment de redevenir français à part entière, parce que nous étions quand même viscéralement attachés à la France. Mais il n'y a eu pas une ombre ou un soupçon de rancune contre ces Français qui, hier, vous ont éjecté, et maintenant on vous dit, ben, revenez. Parce que, comment preniez-vous ça? Un pays qui, du jour au lendemain, vous dénationalise et vous renationalise. Comment cette sécurité se manifeste-t-elle? Oui, évidemment, on avait un sentiment de rancœur vis-à-vis de nos anciens camarades avec qui nous entretenions de bonnes relations et qui nous ont complètement lâchés. Je parle des camarades de classe à l'époque, pendant la période de Vichy, de tous les chrétiens. C'est surtout même, je dirais même uniquement les chrétiens. Et quand le débarquement est arrivé, on a senti une espèce de revanche à notre avantage, en disant, bon, eh bien, on a passé un mauvais moment, maintenant on redevient comme nous étions, mais ça n'empêche qu'on a connu pendant cette période ceux qui étaient sincères, parce que certains sont restés sincères, et ceux qui ne l'étaient pas, ceux qui sont passés dans le camp adverse. Et quand est arrivé le débarquement, c'était vraiment un grand soulagement de toute la population juive de Tlemcen et très probablement de toute la population juive d'Algérie. Et comment vous retrouvez le chemin de ce nouveau quotidien? Le fait que hier vous étiez un peu un paria et aujourd'hui ben, vous êtes revenu être beaucoup plus soulagé, un citoyen à part entière. Beaucoup plus soulagé parce que nous avions pris conscience que nos ennemis de l'intérieur avaient compris que les temps à partir du moment du débarquement avaient changé et que par conséquent il fallait qu'ils se comportent avec moins d'arrogance, entre guillemets, vis-à-vis de la population juive. Vous prenez, en fait, vous prenez vis-à-vis d'eux beaucoup de tolérance, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup tolérant, c'est-à-dire vous leur pardonnez facilement, vous leur demandez pas d'explications, vous reprenez le petit chemin, un petit bonhomme de chemin, comme si rien n'était. Notre comportement vis-à-vis d'eux à ce moment-là était, je ne dirais pas redevenu presque identique à celui qui était avant, mais on avait, c'est vrai, peut-être tendance à renouer un petit peu avec eux, parce qu'on avait passé une mauvaise période et puis que maintenant, on redevenait, disons, au même niveau national qu'eux-mêmes. Et eux vous ont repris comme si rien n'était? Ils s'efforçaient de renouer, de redevenir ce que nous étions avant. Mais enfin, on sentait qu'il y avait eu quand même cette cassure qui était... qu'on essayait de recoudre aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc, pour vous, l'année de 1942 se manifeste par quoi? Une remobilisation? On vous rappelle sous les drapeaux, on vous réintègre? C'est un renouveau, un sentiment de libération de toute la population juive. On sentait que nous n'étions plus sous la coupole des gens quand même, parce qu'on se faisait petit quand même pendant Vichy, on se faisait petit. Et là, on a senti subitement qu'on pouvait respirer plus à l'aise, même dans les rues de la ville. Comment on vous a réintégré dans la vie sociale?
C'est-à-dire par la mobilisation, on a repris les enfants, les écoliers. Voilà, progressivement, les choses se sont arrangées, mais il a fallu du temps quand même. C'est-à-dire dans quelle année? En 42, moi je suis parti donc en 42 et je ne suis retourné que... Et vous êtes parti, c'est-à-dire que vous avez été remobilisé? Remobilisé en 42. Et alors, avec une période un petit peu discriminatoire, oui, en ce sens que lorsque le débarquement a eu lieu et qu'on a été rappelé, on ne nous a pas mis, nous les Juifs, dans les unités régulières de l'armée française. C'est-à-dire qu'on a constitué j'ai été rappelé donc à la même caserne au 2e job à Oran, mais là on m'a dirigé, et quand je dis on m'a dirigé, on a dirigé tous ceux qui étaient dans mon cas, dans un camp spécial, ça s'appelait le camp de Bedeau. Bedeau, c'est une petite ville au sud de Tlemcen, et là on a parqué tous les rappelés juifs. On ne nous a pas mis comme nous étions précédemment dans l'armée française. On était dans l'armée française, mais une armée spéciale. C'était ce qu'on appelait le camp de Bedeau. Là, nous étions commandés par des officiers et sous-officiers de la Légion étrangère. Et c'était une rude période parce que, comme nous étions juifs tous, et que les légionnaires, il y avait des Allemands certainement dans la Légion, bon, ils nous ont fait mener la vie très dure là-bas. Et c'était une période d'hiver en plus, alors nous dormions sous des tentes par des froids sibériens, et la vie était très dure. Mais cependant, ce passage a été relativement court. Pour ce qui me concerne, je suis resté 1 mois dans ce cantonnement, et on m'a dirigé, avec d'autres camarades, dans des compagnies qui ont été appelées une compagnie, oh là là, comment ça s'appelait ça? Dans des compagnies spéciales, et on nous a dirigés tous en Tunisie dans les différents cantonnements. Alors là, donc, ça a été une 2e campagne de Tunisie, puisque la première, je l'avais faite en 40. Et c'était en 1943 peut-être? Oui, et ça s'appelait le BPI, c'est-à-dire le bataillon de pionniers israélites, BPI. Et c'était en 42. Là, nous avons été confrontés aux armées allemandes et italiennes. Pour ce qui me concerne, notre compagnie était encerclée par l'armée de Rommel. En 1942? En 42. L'armée de Rommel. Et grâce à une intervention très énergique de l'artillerie anglaise, nous avons pu échapper soit au massacre, soit à l'emprisonnement par l'armée de Rommel. Et donc vous étiez où en Tunisie? Toujours dans le sud tunisien. Oui, mais dans le sud tunisien, c'est-à-dire? Le sud tunisien, c'est-à-dire la ligne Marette toujours. Ça s'appelait la ligne Marette. Mais d'autres camarades étaient dans d'autres secteurs. Et vous êtes resté jusqu'en quelle année? C'est-à-dire que les campagnes que vous avez faites, se sont faites uniquement dans le secteur algérien, tunisien? Sûrement pas. Ça a été ma 2e campagne, à la suite de quoi nous sommes revenus toujours à la base d'origine, c'est-à-dire à la base d'Oran, du 2e Zouave. Et alors là, nous avons fait un séjour très court, et on nous a dirigés sur Alger, pour ce qui me concerne. Et à Alger, nous sommes restés 3-4 jours. On a troqué nos vêtements, nos uniformes français
contre des uniformes américains. Et nous sommes allés pour le débarquement en Italie. En Italie. En Italie. Donc vous avez été où en Italie? Alors en Italie, je débarque à Naples avec ma compagnie. Et alors là, on était redevenu vraiment français, si j'ose dire, français à part entière. Pour la bonne raison que on était gouverné par, je dirais, dirigé par des officiers français. On avait même des officiers français dans notre compagnie, des officiers juifs français dans notre compagnie. Et nous avons fait toute la campagne, pour ce qui me concerne, la campagne d'Italie qui a duré 11 mois. Vous étiez aussi à Monte Cassino? Absolument. J'étais à un village, il faut dire les choses telles qu'elles sont, un village qui s'appelait Venafro, qui était à peu près à une dizaine de kilomètres, peut-être un peu moins, à vol d'oiseau de Cassino. La caractéristique de ce village Venafro était que c'était un village construit en pain de sucre et que Cassino, le Monte Cassino, c'était un pain de sucre. Donc il y avait une analogie parfaite. Analogie parfaite. Et il y avait une distance très courte. Et je donne ces précisions parce que un jour de février 43, février 43, nous avons été bombardés par erreur par l'aviation américaine. Les forteresses volantes qui venaient, qui venaient en puissance pour bombarder le Monte Cassino. Mais comme le Monte Cassino n'était pas loin et que c'était la même structure, ils se sont trompés et ils ont bombardé Venafro. Et vous êtes arrivé jusqu'où? Pendant votre campagne d'Italie? Eh bien, à Venafro, qui était très proche de Cassino. Et après? Et après, on est revenu en France. On est revenu en France après un séjour de 11 mois. Il faut vous dire qu'à Venafro, j'ai eu mon premier galon de brigadier. Caporal. Oui, c'est l'équivalent de caporal. Par la suite, j'ai grimpé. Et pour terminer, comme capitaine, 3 galons de l'armée française, progressivement. Et ces galons de capitaine m'ont servi d'une façon. Lorsqu'il y a eu la guerre d'Algérie, et que là, nous avons été encore mobilisés, et mes frères. Vous êtes en Italie, vous êtes passé en France, et de France, vous êtes revenu Alors en France, j'ai fait. On a débarqué à Toulon. Et de Toulon, nous sommes montés tout le long de la vallée du Rhône pour arriver jusqu'à Strasbourg, avec des interruptions dans différentes villes de France. À Strasbourg, et puis là, la fin de la guerre nous a surpris agréablement. C'était la fin de la guerre. Et ensuite, lorsqu'il y a eu l'armistice, ou avant l'armistice, je suis allé avec ma compagnie en occupation en Allemagne, dans la région il y a une équipe de football qui joue là. D'ailleurs, non. Munich. Non. Bon, c'est j'ai mon livret militaire ici, mais enfin, peu importe. Bon. Donc vous étiez en occupation? En occupation en Allemagne, dans la zone française. Pendant quelques semaines, quelques mois. Et là, en 45, j'ai été donc démobilisé. À côté de Strasbourg, démobilisé là-bas, dans un petit village dont le nom m'échappe. Dirigé ensuite sur Oran, notre base toujours d'origine, et démobilisé. Alors la mobilisation s'est faite donc en novembre, je crois, novembre 45. Et puis après, quand il y a eu les événements d'Algérie. Parce que ça a laissé des séquelles, le fait, tous ces événements,
le fait d'avoir été dénaturalisé, renaturalisé, vivre la guerre d'Algérie. Est-ce que le fait d'avoir été démobilisé en tant qu'officier, et à la guerre d'Algérie, de quelle façon tout le monde regarde, en fait, les Juifs prennent part du côté des Français uniquement, les musulmans restés neutres, vous regardent de quelle façon? Eux qui n'avaient pas été... Avant la guerre d'Algérie, parce que la guerre d'Algérie a éclaté en 54-62. Bon. Mais là, entre 45 et 54, la vie à Tlemcen était redevenue à peu près normale. Moi, j'étais revenu donc de l'armée sans métier pratiquement, sans bagage supplémentaire, mais ce qui ne m'a pas empêché de préparer des concours administratifs, d'avoir été admis à un concours, d'avoir eu un poste à Tlemcen, où j'y ai passé deux ans. Ensuite, j'ai été nommé à Mascara, et c'est là que j'ai connu ma future femme. Et après, vous êtes revenu en France en tant que rapatrié, je suppose, en quelle année? En 62 ou avant? En France? Ici? Oui, non, en quelle année vous êtes revenu en France en tant que rapatrié? À Tlemcen, vous voulez dire? Non, vous êtes revenu après la guerre d'Algérie. Ah oui. 1962. Ah oui, mais... Vous êtes parti avant, après? Ah non, en 62, à la fin de la guerre d'Algérie. Où? En juin 62, alors que j'étais dans l'administration. Et vous êtes revenu, vous êtes arrivé où? Je suis arrivé, non pas du tout, je suis arrivé à Nice, où mon frère Émile nous avait précédés. Mon frère aîné, il nous avait précédés avec sa femme et ses enfants. Il avait loué un appartement suffisamment grand pour nous loger. En plus de sa famille, nous logeait ma femme et mes 3 garçons. Vous voulez ajouter quelque chose à votre témoignage, Monsieur Diarra? Ben voilà, on a passé des moments difficiles, mais en France, j'avais trois jeunes garçons, il a fallu quand même les élever, je pense toujours dans la droite ligne que nous ont imprimé nos parents, dans la religion juive, je dis bien dans la religion juive. J'en ai fait des hommes dont on est, ma femme et moi, tout à fait satisfaits. Mon aîné a actuellement 56 ans. Il est avocat depuis 25 ou 30 ans, 25 ans au moins ou plus. Il est avocat, il est installé à Paris, dans le 4e arrondissement. Et mes 2 autres garçons sont médecins. Mais il ne nous reste plus qu'à vous remercier, M. Diarra, de votre témoignage. Je vous remercie. Merci beaucoup.